Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Bangui-Wood. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'espace congrès UICP où nous rencontrons Monsieur Wilbiro Sacco. Bonjour monsieur, merci de nous accorder cet entretien. Oui, merci. Alors vous étiez aujourd'hui présent pour une rencontre avec la diaspora centrafricaine et les amis de la Centrafrique dans le cadre d'une conférence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Comme nous avons pu déjà l'annoncer depuis Bangui, avant de venir ici à Paris aujourd'hui, euh, nous avons décidé de pouvoir nous engager dans les futures élections présidentielles de notre pays pour essayer d'apporter notre contribution vraiment à la situation actuelle du pays et à trouver des solutions de sortie de crise par rapport à ce qui s'est passé. Et nous savons que la diaspora en France, qui regroupe souvent la diaspora venant des autres pays d'Europe, est très très importante, non pas seulement pour ce qu'elle fait ici en France, mais pour le poids qu'elle représente par rapport aux populations centrafricaines, dont la plupart des membres ont des parents, ont des affinités, etc. Aujourd'hui, je suis venu rencontrer ces compatriotes pour discuter avec eux, pour leur communiquer donc, les raisons de cet engagement. D'accord. Parce que comme vous le disiez, effectivement, vous êtes déclaré depuis le 26 avril candidat à l'élection présidentielle. Tout à fait. Alors nos téléspectateurs vous connaissent sous divers titres. Vous avez été très longtemps ministre sous plusieurs gouvernements, pendant 34 ans. Oui. Voilà, dernièrement ministre d'État à l'enseignement supérieur sous la présidence de François Bozizé jusqu'en 2013. Tout à fait. Et aujourd'hui, donc, vous avez l'étiquette candidat à l'élection présidentielle. Candidat indépendant. Indépendant, voilà, vous ne faites partie d'aucun parti. D'aucun parti. Très bien. Alors, on vous connaît effectivement sous votre costume officiel, peut-être un peu moins personnel. Est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire où vous êtes né, où vous vivez, voilà, connaître un petit peu plus de votre vie? Bon, je suis Jean Wilbiro Sacco. Je suis fils de boutiquier, comme j'aime le présenter. Je suis né à Berberati, dans la Mambere KDI. J'ai fait des études primaires, secondaires dans cette préfecture, à Carnot et à Berberati. J'ai fait des études supérieures à Bangui et ensuite en France, à Orléans, à Nanterre et à Paris 2. Dans ma famille, je suis le septième d'une famille de 13 enfants. Donc nous sommes une famille nombreuse, de même père et même mère, et nous sommes tous, disons, issus de la Lobaye, parce que nos parents sont partis de la Lobaye pour s'installer dans la Mambere KDI. Donc notre père, estimant qu'après ses longues fonctions de boutiquier, il était nécessaire pour lui de se stabiliser quelque part, de se remettre aux travaux de la terre et d'élever ses nombreux enfants. Voilà comment nous sommes restés dans la Mambere KDI, tout en ayant nos origines dans la Lobaye. D'accord. Et donc vous avez fait vos études, vous le disiez, en partie en France également. Oui, tout à fait. Dans quel domaine? J'ai fait des études en France dans le domaine du droit d'abord. J'ai fait une maîtrise en droit à l'université d'Orléans. J'ai fait un troisième cycle, un DEA en sciences criminelles à l'université de Nanterre. Et j'ai fait des études de criminologie. D'accord. Tout ceci avant d'occuper donc les fonctions. Non, non, non. Oui, avant d'occuper les fonctions ministérielles, mais j'occupais déjà des fonctions de fonctionnaire au niveau de l'État. Et concomitamment à cela, j'ai fait des études en France pour approfondir mes connaissances, pour me spécialiser aussi dans les domaines tels que la criminologie et, disons, faire aussi des études supérieures de droit. Donc voilà pourquoi j'ai eu un séjour en France d'un certain nombre d'années pour parachever ces études supérieures. Et quelle est votre situation familiale actuelle? Vous vivez en France ou en Centrafrique? Non, je vis toujours en Centrafrique. J'ai toute ma famille qui est en France. J'ai des enfants qui sont grands maintenant. Il y en a qui sont en France, il y en a qui sont en Angleterre, il y en a qui sont dans d'autres pays. Mais je vis toujours en République centrafricaine. Très bien. Alors je le disais au préalable, vous avez exercé pendant 34 ans des fonctions dans divers ministères sous divers gouvernements centrafricains. Quel est le bilan que vous faites de votre activité à ce type de poste? Le bilan, je crois que ce serait peut-être difficile
pour moi-même de pouvoir faire un bilan de ce que j'ai été, de ce que j'ai fait, mais je pense que les Centrafricains me connaissent. Les Centrafricains connaissent mon parcours à tous les postes que j'ai occupés et ils savent que, ça je peux le dire, j'ai toujours été un fonctionnaire rigoureux, honnête, intègre, hein, et ce sont les médias qui le présentent ainsi, courageux. Donc, j'ai toujours exercé vraiment mes fonctions avec beaucoup de conviction et avec vraiment l'esprit de servir mon pays le plus honnêtement possible. Alors vous avez été membre de plusieurs gouvernements sous des présidents qui n'ont pas toujours été populaires auprès des Centrafricains. Avez-vous été confronté à des pratiques que vous auriez qui vous auraient peut-être dérangé? Comment est-ce que ça se passait à ce moment-là? Quel était votre rôle dans certains gouvernements avec lesquels vous n'étiez peut-être pas en accord? Vous savez, même si quand vous êtes au gouvernement, vous êtes responsable d'un département ministériel avant tout. Et ce que l'on vous demande d'abord, c'est d'être capable de gérer correctement le ministère dont vous avez la charge, de pouvoir obtenir des résultats par rapport aux mandats qui sont donnés dans ce ministère. En même temps, vous êtes membre du gouvernement où vous apportez votre contribution également dans les débats au sein des conseils des ministres. Mais vous savez, quand vous êtes membre du gouvernement, vous n'êtes pas le chef de l'État. J'aimerais maintenant que nous nous intéressions un peu au conflit qui touche la Centrafrique actuellement. Comment expliqueriez-vous à tous les Centrafricains, mais aussi les personnes du reste du monde qui veulent comprendre réellement ce qui se passe en Centrafrique? Est-ce qu'il y a des raisons factuelles aujourd'hui? Est-ce qu'on arrive à en savoir un peu plus? Bon, il s'agit d'une crise qui est arrivée assez brutalement, surprenant la communauté centrafricaine et la communauté internationale. Parce que c'est vrai, s'il y avait des faiblesses, s'il y avait quelques sujets de non-satisfaction par rapport peut-être à la situation économique, à la situation financière ou autre, au départ, on n'avait pas l'impression qu'on était à l'orée d'une crise majeure. Mais cette crise, c'est le cas, est arrivée assez brutalement. Je ne peux pas vous dire exactement avec précision quelle a été la motivation de ces responsables. Vous avez donc exercé pendant plus de 30 ans des fonctions de ministre dans divers gouvernements. Certains seraient tentés de croire que vous faites partie du système, de cette machine. Comment est-ce que vous pourriez expliquer que vous allez vous différencier de vos prédécesseurs, enfin des précédents présidents de la République? Qu'est-ce qui ferait votre différence? La différence, c'est surtout de développer, promouvoir un comportement, disons, basé sur des principes d'éthique et des principes moraux que j'ai toujours défendus durant toute ma carrière. À savoir servir son pays avec intégrité, servir son pays avec dévouement, avec un esprit patriotique et surtout être à l'écoute des uns et des autres, respectueux des droits des uns et des autres. Et j'ai dirigé des ministères, j'ai dirigé des projets et tout un chacun sait que j'ai beaucoup tenu au respect de ces grands principes qui ont fait ma personnalité, bien connue au niveau du pays. Donc je pense que ce qui va apporter le changement demain par rapport aux autres, c'est de constituer une véritable rupture par rapport à aux pratiques anciennes et surtout à promouvoir un changement de comportement, à promouvoir, disons, une gestion rigoureuse au service de l'État dans tous les projets ou dans toutes les activités que vous menez, avoir des principes. Quand je parle souvent, je dis, on parle des idéaux de Barthélemy Boganda. Mais ces idéaux doivent être surtout fondés sur un comportement et rechercher à chaque fois que vos compatriotes puissent avoir la conviction que vous êtes là au service de l'État et que vous êtes là vraiment pour être à leur service. Voilà un peu ce qui va faire la différence avec les autres et je pense que je vais m'attacher à défendre ces principes-là.
En l'état actuel des choses, quelles sont les mesures phares de votre programme? Bon, les mesures phares dans un pays qui est aujourd'hui sinistré, qui est aujourd'hui soumis à des violences extrêmes et diverses, je crois que c'est d'abord essayer de rétablir la paix et la sécurité. Nous allons d'abord nous engager vraiment à rechercher les voies et moyens avec le concours des uns et des autres, mais surtout en pensant dans tous les moyens à mettre sur pied notre armée nationale. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons beaucoup de, de pays, nous avons l'Union africaine, nous avons la France, nous avons maintenant l'Union européenne, demain nous aurons les Nations unies qui vont envoyer des troupes. Mais pour que durablement la sécurité soit garantie dans notre pays, il faudra qu'une armée nationale digne de ce nom puisse exister, être recréée, être restaurée. S'il y a déjà une équipe qui est sur place, et qu'on l'équipe et qu'on forme les hommes pour que demain, le pouvoir de l'État puisse se reposer avant tout sur son armée, sur une armée régalienne qui puisse réellement assurer la protection de la population. Ensuite, il y a tous les... Nous savons que nos crises actuellement sont aussi des crises économiques. Donc comment mettre en place des programmes qui puissent permettre d'avoir, avec déjà ce programme lié à la sécurité, mais il faudrait aussi protéger l'environnement des affaires pour que des investisseurs reviennent au pays, investissent, développent des... Qu'est-ce qui a fait défaut jusqu'à présent, justement? Bon, nous avons beaucoup de richesses, c'est vrai. Nous avons beaucoup de potentialités, c'est vrai. Mais c'est la gestion. La gestion qui n'est pas toujours conforme aux règles qui ont été arrêtées de commun accord, soit entre l'État et les partenaires, soit au niveau de l'État, le respect des procédures, le respect vraiment, disons, des lignes budgétaires qui ont été arrêtées. Donc tout ça, demain, il faudrait qu'on revienne à un fonctionnement basé sur une planification rigoureuse et sur des programmes que nous devons respecter. Et ajouter à cela une gestion rigoureuse des moyens qui peuvent être mobilisés déjà par l'État lui-même et mobilisés auprès des partenaires avec des gestionnaires crédibles, des gestionnaires, disons, rigoureux, qui puissent demain redonner confiance aux partenaires, redonner confiance à la communauté internationale. Et je crois que comme ça, nous pouvons effectivement redonner des chances à notre pays de redémarrer. Alors justement, comment allez-vous financer ces mesures et d'abord votre campagne et puis ensuite votre programme?